Le monde, bienvenue mesdames et messieurs au point sur l'actualité, quatrième livraison de la semaine sur les plateformes de Foyo Média. Au regard des mouvements qui s'opèrent en Afrique ces derniers jours, tout porte à croire que le berceau de l'humanité s'active à battre ou à faire battre le cœur de sa souveraineté. Il n'y a qu'à voir le retrait définitif des autorisations d'établissement et d'exploitation de RFI et France 24 au Mali pour s'en convaincre. Serait-il exagéré que de voir en cet acte la volonté d'une expression d'indépendance? Le pavé est en tout cas jeté dans la mare. Ce soir, il sera question pour nous de parler de la Centrafrique qui adopte le Bitcoin comme monnaie de référence à l'unanimité. Et du coup, l'on s'interroge sur la place du franc CFA dans ce pays. Le second sujet, comme on le disait, nous conduira donc à articuler autour du retrait définitif des autorisations d'établissement et d'exploitation de RFI et de France 24 du Mali. La décision a été prise par la haute autorité de la communication du dit pays. On en parle donc avec nos invités ce soir dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir et merci de faire confiance à Foyo Média. Vous nous suivez de partout et c'est bien pour vous, pour nous, parce que c'est Foyo. Et bien sûr, nous parlons ce soir de deux thématiques très intéressantes. D'un côté, nous parlerons de la République centrafricaine qui a décidé de faire du Bitcoin une monnaie de référence. Eh bien, ce sera utilisé, on en parlera avec nos invités. Et de l'autre côté, au Mali, un acte de souveraineté peut-être, je pose la question, puisqu'il s'agit là du retrait définitif de des autorisations d'établissement et d'exploitation des chaînes du groupe France Média Monde. On en parle. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Votre opinion compte sur les plateformes de Foyo Média. Et pour en parler, nous sommes avec Dr Dalvaris Ngoudjou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à mon ami que vous allez présenter tout à l'heure. Oui. Jonathan qui est assis. Hein. Exact, Jonathan, tout le monde sait que Jonathan est là. Okay. Voilà. À mon frère Jonathan, je ne voulais pas vous rappeler la vedette pour sa présentation aux millions de téléspectateurs de la chaîne For You. Et félicitations encore pour le bon travail que vous faites. Merci, Dr Ngoudjou. Alors, pour nos téléspectateurs, nous invitons Dr Dalvaris Ngoudjou sous trois casquettes. D'abord, parce qu'il est économiste et nous parlons donc du Bitcoin, l'économie numérique qui entre dans les paniers de la ménagère. C'est en République centrafricaine. Il est expert justement en crypto-monnaie. On l'a vu animer plusieurs conférences. J'ai eu le privilège de l'accompagner à Dakar pour le faire chez nos confrères donc du Sénégal. Et puis, Dalvaris Ngoudjou est également sur ce plateau comme expert en stratégie de communication, puisque nous parlerons du Mali qui a décidé d'acter le retrait définitif de RFI et de France 24. Et bien sûr, il est géostratège. On va cumuler l'économie et la communication pour en parler. Merci d'être là, en tout cas, Dr Ngoudjou. Et bien sûr, notre stratège sur le plateau, encore un autre, et il est consultant permanent. C'est bien sûr Jonathan qu'on ne présente plus. Il est déjà très familier à tous les téléspectateurs et téléauditeurs de Foyo Média. Bonsoir, Dio. Bonsoir, Bachir Ladan Mohamed. Bonsoir au docteur Dalvaris Ngoudjou, à tous les techniciens. Bonsoir. La direction générale qui supervise l'émission, les autorités de la République du Cameroun et particulièrement les forces de sécurité et de défense. Et bien sûr, on va saluer la présence de l'autre côté de Suleiman Hamzat qui nous suit également. On le salue tout simplement. Suleiman ne sera pas des nôtres aujourd'hui, mais ce sera pour les prochaines éditions. Et messieurs, revenons très rapidement et je voudrais qu'on plante le décor avec un élément que nous a préparé notre cher Bala de la rédaction centrale de Foyo Radio et Télévision. C'est donc un élément sur le Bitcoin en République centrafricaine. On va suivre ça et on revient juste après. La République centrafricaine n'est pas seulement le premier pays d'Afrique qui adopte le Bitcoin comme monnaie de référence, mais aussi le premier pays au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi qui gouverne la crypto-monnaie.
C'est en ces termes que s'est félicitée la présidence centrafricaine. D'après le Palais de la Renaissance, l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale est une décision historique et une vision progressiste qui entre dans le plan du redressement économique et de la consolidation de la paix en Centrafrique. En effet, l'Assemblée nationale centrafricaine a adopté à l'unanimité le 21 avril dernier un projet de loi visant à donner cours légal à la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Ce sont le ministre de l'économie numérique, Gourna Zako, et le ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganongo, qui ont initié et présenté ce projet de loi Bitcoin. L'unanimité dans ce vote favorable a été obtenue malgré des critiques initiales de l'opposition à l'égard du projet. Les opposants politiques ont finalement voté pour cette loi Bitcoin afin de soutenir l'intérêt supérieur de la nation et de lui faire bénéficier de la prospérité et de la stabilité, comme l'explique le communiqué de la présidence. En clair, cette loi impliquera que les bitcoins soient acceptés comme un moyen de paiement légal dans toute la nation. En septembre 2021, le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale. Une décision aussitôt dénoncée par le Fonds monétaire international qui la juge dangereuse pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. Pour Bangui, cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde. Voilà, merci donc Ambala de la rédaction centrale et à toute l'équipe de ce côté-là. Voilà donc le décor étant planté. Docteur Ngoudjou, je voudrais commencer par vous, c'est votre domaine de définition. On est là dans la crypto-monnaie. La RCA décide de faire comme le Salvador, mais avec un plus grand pas, puisque ici, c'est passé à l'Assemblée nationale et cela a été voté à l'unanimité. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire et que doivent savoir les téléspectateurs de Foyo Média au moment où on parle, pour certains, on découvre tout simplement cette forme d'économie numérique? Premièrement, il faut définir. J'ai eu une émission ce matin avec le ministre centrafricain de la communication. Et la thématique, justement, c'était l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie officielle en Centrafrique. Oui. Comprenons d'abord que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est virtuelle. C'est une monnaie exactement comme les autres, juste qu'on ne la touche pas physiquement. On effectue effectivement un certain nombre de transactions avec la monnaie. Et juste quand la grande différence aussi, c'est que les crypto-monnaies sont un peu plus sécurisées que les monnaies fiduciaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ensemble des opérations qui sont effectuées par les crypto-monnaies sont contrôlées par ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, on fait déjà appel à l'intelligence artificielle. Donc, il y a un ensemble d'ordinateurs, des centaines de millions d'ordinateurs dans le monde entier où toutes les opérations que vous faites avec votre crypto-monnaie, ils sont inscrits. En d'autres termes, personne ne peut... Si on résume en termes, c'est un peu... La blockchain, c'est comme un grand registre où tout le monde peut écrire et tout le monde voit ce que vous y écrivez. Oui. Mais personne ne peut rien effacer. Ça, c'est différemment de l'argent fiduciaire que vous avez dans un compte bancaire. Le banquier peut faire une tonne d'opérations sur votre compte. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. C'est même une des raisons pour laquelle certains banquiers sont contre les crypto-monnaies, passant en réalité une bonne partie de la manne financière qu'ils effectuent. C'est pourquoi vous voyez en comptabilité, on apprenait ça en macroéconomie. L'état de rapprochement bancaire a été mis en place. Pourquoi? Parce que quand vous êtes responsable d'entreprise, il y a des centaines, voire des millions d'opérations que vous faites dans votre compte bancaire. Et si vous vous rendez compte, si vous êtes un peu attentif, vous vous rendez compte que parfois, la banque vous coupe des petits montants. Si vous n'êtes pas attentif, pour les entreprises, ça représente parfois des milliards. C'est pourquoi on a pratiquement créé une spécialité qu'on appelle l'état de rapprochement bancaire. Donc, votre comptable prend votre relevé bancaire et voit vos états financiers et essaie de rapprocher les deux. Et généralement, il y a un grand gap. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de contrôler effectivement l'ensemble des opérations qui se passent dans leur compte. Maintenant, rentrons par rapport à la décision qui a été prise par les autorités centrafricaines. C'est vrai que cela passe inaperçu, mais c'est une décision que nous avons toujours recommandée. Et la COSUMAF était dans ce sens, la Commission de surveillance des marchés financiers. En d'autres termes, la COSUMAF, ça veut dire qu'en fait, c'est important de légiférer. Légiférer, ça veut dire quoi?
un secteur peut fonctionner dans un cadre légal. Très bien, très bien, oui. très bien. Ça veut dire justement, il faudrait que ça passe dans un cadre légal, Bachir. Donc, la chose fonctionne déjà. Vous ne pouvez pas arrêter cela avec la main. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire que tel a fait une erreur ou tel n'a pas fait une erreur ou tel a que tel? C'est de légiférer. Quand on légifère, ça permet de fixer les règles de fonctionnement. Mais si les États ferment les yeux et disent qu'ils ne peuvent pas légiférer ou ils ne veulent pas légiférer, les choses vont toujours continuer de fonctionner. Et dans le cas d'espèce de la Centrafrique, il faut bien comprendre que la Centrafrique, c'est une nation qui n'est pas pauvre. C'est une nation qui est extrêmement riche, mais c'est une nation qui a été appauvrie par un certain nombre de puissances étrangères. La Centrafrique est extrêmement riche en or, en diamants, en bien d'autres choses. Je ne sais pas, vous regardez l'actualité, vous avez la rouble extrêmement, la rouble russe est extrêmement renchérie aujourd'hui par rapport à l'euro. C'est le niveau de 2 ans. Pourquoi? Parce que la rouble est adossée sur les matières premières, notamment le pétrole, le gaz. C'est pourquoi le président a dit que dorénavant, il ne vend le gaz que, il ne vend son gaz avec l'euro. Oui. Pour dire quoi? Qu'en fait, ce qui donne la force aux monnaies, c'est les matières sur lesquelles elles sont adossées. Oui. Et la Centrafrique, avec le diamant, l'or, l'uranium, le pétrole, tout ça, en réalité, devait être un pays extrêmement développé. Mais malheureusement, on a rencontré sur notre chemin une puissance coloniale qui fait tout pour nous appauvrir. Alors, est-ce que c'est une façon de nous dire, contrairement à ce qui avait été enseigné, que toute devise et toute monnaie devait être endossée sur l'or, parce que c'est ce qui était présenté généralement. Donc, la vérité, c'est que la monnaie doit être endossée sur ce qu'elle a comme richesse. Oui, exact. Ce n'est pas que de l'or. La preuve en est. Ce qui a donné la force au dollar, c'est parce que les Américains ont insisté que le dollar ne soit vendu, que le pétrole saoudien ne soit vendu qu'en dollars. C'est-à-dire que le dollar était officiellement adossé sur du pétrole. On peut appliquer dans beaucoup d'autres domaines. Maintenant, pour le cas de la Centrafrique, c'est une nation qui est appauvrie, comme je l'ai dit, mais malheureusement, l'économie centrafricaine est en train, le président Touadéra a pris un certain nombre de mesures pour revigorer l'économie, mais ils sont pratiquement sur un plan d'instrument structurel total de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. En d'autres termes, la Centrafrique n'est pas, selon les normes du FMI et de la Banque mondiale, ne peut pas recevoir un certain nombre d'investissements. Je veux dire financiers, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez investir, c'est pas un certain nombre de milliards, la Banque mondiale dit non, on lui frappe dessus, vous ne pouvez pas cela. Pourquoi? Parce que la nation a tel nombre de problèmes, nous avons prêté telle somme d'argent. C'est globalement cela, en fait. Ça, c'est le cœur du problème. Oui. C'est pourquoi, il y a des financiers à l'étranger qui sont prêts à pouvoir financer l'économie. Et vous savez que quel que soit le montant, quelle que soit la somme, par exemple, que la Banque mondiale, le FMI ou n'importe quel bailleur de fonds veut vous donner, entre guillemets, en passant par le système classique, il faudrait que l'ensemble de ces devises-là passe par le Trésor de France, qui coupe une bonne partie et qui convertit une très petite partie en monnaie locale, monnaie du siège, c'est-à-dire le CFA que vous allez utiliser dans votre nation. Or, la différence, c'est que le Bitcoin n'obéit pas à cela. En d'autres... Oui. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux bien qu'on se comprenne, y compris nos téléspectateurs, la RCA, à travers le Bitcoin, peut commercer directement avec l'acheteur sans passer par la Banque de France. Exact, c'est ça qui fait peur. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi, comment je vais dire ça, risqué pour les autorités centrafricaines quand on sait quand même que c'est un pays qui a été fortement france-africanisé? Très bien, bonne question. Oui. C'est justement pourquoi les équipes qui travaillent avec le président Touadéra ont pris les dispositions. On a dit que c'est une monnaie officielle avec le franc CFA. Il y a un article, j'ai eu quand même la copie de loi que le président a promulguée. Je crois que c'est l'article 14 ou 15 qui dit que la banque centrale n'est pas écartée. En d'autres termes, le franc CFA continue de fonctionner et beaucoup de pays fonctionnent comme ça. Je crois que c'était la semaine dernière. En Suisse, il y a une ville qui a aussi adopté le Bitcoin déjà. Et pendant que le franc suisse continue. C'est pratiquement la même chose. Aux États-Unis, pratiquement dans tous les États-Unis, vous pouvez utiliser le Bitcoin pour faire vos opérations. En Chine, c'est la même chose. Je me rappelle, il y a cela quelques mois avant la guerre, un ami que vous connaissez, qu'on a en commun, Peter, pour ne pas le citer, pour le dire, on travaille avec des gars, des Russes, justement, ils voulaient pour 5 milliards de dollars de Bitcoin. Et je comprends que oui, les équipes du président Poutine étaient en train d'anticiper pour ce que nous sommes en train de vivre. Puisqu'en réalité, en dehors de toutes les sanctions, c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises par le président pour faire face aux sanctions, mais en dehors de cela, ce que les Russes, que la Russie et l'Ukraine utilisent beaucoup les crypto-monnaies. En d'autres termes, ils peuvent, sans compter les réserves, sinon les plus de 332 milliards de réserves de change qui ont été gelées à l'étranger, devaient avoir un impact extrêmement néfaste sur eux. Mais avant cela, je suis convaincu que si les gars à Moscou nous approchaient pour avoir 5 milliards de dollars pour Bitcoin, je suis sûr qu'ils faisaient les mêmes choses en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, partout. Pourquoi? Parce qu'ils se préparaient à pouvoir faire face à des difficultés importantes. Parce qu'en fait,
avec cet argent étant virtuel, c'est extrêmement difficile pour que vous ne pouvez pas faire face aux sanctions avec cela. Je prends l'exemple simple. Oui, par là nous sortons. Ok. Un Chinois qui veut investir $1 milliard, s'il passe par le réseau normal, il faut qu'il donne tous ces milliards de dollars à la Banque de France, qui prend 50%, c'est-à-dire ça très bien dans le compte des opérations. Il ne reste que 500 millions. 500 millions qu'on ne nous donne pas, qu'une partie est envoyée à ce qu'on appelle, qui est en réalité une émission, qui est la Banque centrale, qu'on convertit, on ne donne pas tous les dollars. Oui. On nous donne plutôt les francs CFA. On va travailler avec en vase qui n'est pratiquement pas une monnaie. Alors que si un Chinois, avec 2 milliards de dollars Bitcoin, s'il veut investir en Centrafrique, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte directement l'État centrafricain. Oui. Sans aucun intermédiaire, il investit en Centrafrique. Tout ce qu'on peut acheter. Si vous êtes un opérateur économique en Centrafrique, que vous voulez acheter, c'est pas quoi, des intrants pour votre cimenterie. Vous le commandez avec votre téléphone portable, étant dans votre chambre d'hôtel à Bangui. Vous contactez le fournisseur, il vous envoie son wallet, vous lui faites le virement et il vous envoie c'est pas quoi, il vous met votre marchandise dans un conteneur qui vient au port de Douala, vous dédouanez et vous faites arriver ça à Bangui sans même quitter de chez vous. Alors que dans l'autre volet classique que vous devez faire, il faut passer par des banques qui vont refuser de payer parce qu'il n'y a pas de débit, c'est pas quoi, etc., etc. Bref, je disais que pour sortir, c'est une décision courageuse, c'est une décision osée, c'est une décision salutaire qui a été prise par les autorités centrafricaines. Premier volet, ça permettra d'enlever un peu le goulot d'étranglement du franc CFA parce qu'il y a un volet qui contourne le franc CFA, mais surtout ça peut permettre que les investissements puissent aller vers la Centrafrique. Très bien, voilà qui est bien dit, bien détaillé. Allons donc vers notre stratège également. Alors, l'option de la République centrafricaine pour le Bitcoin, est-ce que cela sonne le glas de la révolution monétaire en Afrique? Pas seulement la révolution monétaire en Afrique, il y a une révolution monétaire mondiale. Oui. La révolution des monnaies alternatives, les monnaies numériques, avec la technologie de blockchain, les gens codent des monnaies. Et vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, un ensemble de monnaies comme ça qui naissent et qui sont concurrents des monnaies institutionnelles, des monnaies qui étaient utilisées par les États. Ici, il faut noter que la monnaie, au-delà de tout, c'est d'abord un mécanisme de confiance. Oui. S'il faut utiliser une monnaie en tant que moyen d'échange, il faut que vous et moi nous convenions d'avoir confiance que la valeur qui est indexée à chaque produit correspond à une quantité de monnaie qu'on débourse chez l'un ou chez l'autre. Donc, la monnaie dans son utilisation repose sur la confiance. C'est le facteur social même de la monnaie. Si les gens ne font pas confiance à la monnaie, même si vous avez des quantités d'or chez vous, eh bien, je ne pense pas que cette monnaie aura du sens. Ça va devenir du simple papier. Oui. Alors, quand vous dites, je suis avec vous, vous dites la monnaie, au-delà de la souveraineté monétaire, c'est un élément de confiance. Alors, comment est-ce qu'on explique le fait que les Africains, dans la grande majorité, avaient jusqu'ici été très, très méfiants vis-à-vis de la blockchain? Ah oui, ça c'est, en général, ça c'est un préjugé. J'ai accompagné Dr Ngoutou dans plusieurs conférences et on avait l'impression quand même que les gens se disaient, est-ce que ce n'est pas de l'arnaque? Même aujourd'hui encore. Même aujourd'hui. Oui, alors, quand on voit un État comme la RCA et alors, la plus haute autorité, quand même le président Faustin Archange Touadéra, qui sort et qui communique là-dessus, qui affirme que c'est une décision courageuse. Je peux vous rassurer, Bachir, que ça, c'est encore un préjugé. Dire que les Africains sont très méfiants vis-à-vis. C'est vrai que lorsque vous allez... Oui, mais les Africains sont les plus gros souscripteurs de crypto-monnaies. Oui. C'est la plus grosse marge de progression. On parle de près de 34 millions de souscripteurs en Afrique. C'est important. Les Africains sont aujourd'hui parmi les plus gros souscripteurs. Ils sont très massivement tournés vers les crypto-monnaies. Ce à quoi vous faites référence, c'est des sortes d'entreprises qui sont nées autour de business liés à la crypto-monnaie. C'est ceux qui viennent avec des entreprises qui font miroiter des revenus dans le trading, des revenus tout à fait mirobolants et qui intéressent les gens. C'est ce dont les gens ont peur. Mais à dire que les Africains ont des comptes, des Africains ont énormément d'argent en Bitcoin. Donc, les Africains sont de grands souscripteurs, mais ce qu'il fallait noter, c'est que ici on a des monnaies communautaires, des monnaies qui sont nées sur la base des communautés. Oui. On est dans un shiftage, c'est-à-dire c'est même pas, on n'est plus dans des questions qui sont simplement liées à la monnaie en tant qu'élément que l'État utilise pour affirmer sa souveraineté. On est sorti de là. On est entré avec les technologies de blockchain, on est entré dans des monnaies qui sont créées par des communautés et
auxquelles les communautés confèrent une certaine valeur. Oui. C'est l'adhésion, je crois que c'est le principe, Dr Dalvaris, l'adhésion qui fait la valeur de ces monnaies. Parce que plus une monnaie reçoit de souscripteurs, plus elle se renforce en matière de crypto-monnaies. Donc, vous avez un renforcement du Bitcoin. Il faut un peu regarder à quel point ça a apporté le Bitcoin. Un Bitcoin, je crois en 2021, au mois d'août 2021, un Bitcoin atteignait les $32 000. Un Bitcoin, $32 000. Ça veut dire que pour un seul Bitcoin, vous en aviez pour 16 millions de francs CFA. Ça, c'était... C'est après la chute, puis c'est arrivé pour $50 000. 50 000 dollars. Oui, c'est la valeur. Exact. Plus il y a de souscripteurs, plus cette monnaie gagne en valeur. Donc, la confiance ici est donnée par les communautés. Et vous avez donc un phénomène mondial. Il y a les Asiatiques qui sont en train de créer une monnaie, parce qu'on est dans le cadre des monnaies, des crypto-monnaies. Les Asiatiques sont en train de créer une crypto-monnaie qui sera utilisée pour les échanges dans la zone asiatique. Les pays souscripteurs, même s'ils sont entre guillemets dans des contradictions actuellement, les pays souscripteurs sont le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Sud, la Chine et le Singapour. C'est des pays qui sont en train de s'organiser pour avoir leur crypto-monnaie actuellement. Ça, c'est des projets qui sont déjà bien avancés. Le Nigeria, en début d'année, est sorti avec le Naira coin, l'Inaira. Donc, une sorte de monnaie également électronique. C'est devenu le mode par excellence par lequel les pays veulent se déployer. Ce qui avait créé des problèmes autour du Bitcoin, c'était que dans le dark web, on retrouvait beaucoup d'acheteurs. Le dark web, c'est l'autre partie du web qui est pour les choses un peu qui ne sont pas très conventionnelles. Donc, dans le dark web, on retrouvait les agents de renseignement, on trouvait des terroristes, on retrouvait des personnes des milieux de la criminalité qui utilisaient les bitcoins pour s'approvisionner. Parce que là, la traçabilité des transactions était très faible. Et donc, c'était devenu un mouvement convergent lorsqu'on luttait contre la criminalité de présenter le bitcoin comme étant une monnaie qui est essentiellement un véhicule de la criminalité. C'est peut-être ce qui a créé aussi cette réticence de la part des personnes qui se disaient, moi je ne veux pas participer à quelque chose qui pourrait... Et dans le contexte africain, on a confondu ce message global-là à la mesure, aux entreprises les arnaques de Ponzi qui étaient montées dans une sorte de marketing, multi-level marketing. Donc, vous avez ces éléments-là, la convergence mondiale vers les monnaies, les crypto-monnaies. L'État de Centrafrique vient de prendre une décision qui est avant-gardiste. Oui. Il faut le reconnaître. Les États-Unis favorisent le docteur Davaris. Est-ce que ces décisions n'auraient pas de conséquences à long, à moyen ou à court terme? Sur le plan surtout politique ou diplomatique. Je pense par exemple à une montée en colère de Paris vis-à-vis de la RCA, ce qui ne serait pas très surprenant, mais est-ce que la RCA ne court pas des risques là? Non, stratégiquement, la RCA, même si elle est bien pris. Pourquoi est-ce que Paris s'inquiéterait que la RCA ait adopté... Mais parce que le flot de l'argent ne passerait plus par le compte d'opération, et on sait quand même ce que représente le compte d'opération pour Paris. C'est vrai. Non, ça va continuer de passer. Oui, mais ils ont alterné. Vous avez expliqué. Mais il y aura toujours d'autres qui passeront. Il faut noter une chose. Oui. En même temps qu'on parle toujours de souveraineté monétaire, oui. Il y a un corollaire de tout ça. C'est les lieux où se négocient les prix des matières premières. Pour la plupart, les bourses de matières premières sont situées en Occident. Vous avez par exemple le marché de l'or, du nickel, de tout ça. Ces bourses-là sont soit à Londres, soit aux États-Unis. Et par ce mécanisme-là, les achats sont convertis d'abord en dollars pour la plupart, avant d'être reconvertis dans votre monnaie. Donc, au moins sur le commerce des matières premières, vous êtes sûr que lorsque la RCA vend ses matières premières, ce à quoi nous faisons allusion là, ça va toujours passer par les comptes des opérations, du moins pour l'instant. Mais ce qui ne passera pas... On affiche les numéros pour nos téléspectateurs, ils me font déjà de grands signes, ils veulent intervenir. Ce qui ne passera pas, par contre, c'est
dans le domaine des investissements. C'est-à-dire que la RCA est en train de se positionner comme un... Ils utilisent le Bitcoin comme étant un facteur pour décupler l'investissement étranger en RCA. Ça, c'est le message que nous pourrions percevoir du fait de l'utilisation du Bitcoin. Maintenant, quand quelqu'un veut venir en RCA, il peut, vous savez que la convertibilité des monnaies, et c'est ça que le docteur Davaris, la convertibilité fait que vous laissez beaucoup d'argent dans d'autres banques. Donc, actuellement, avec vos bitcoins, vous pouvez facilement investir en RCA. Donc, ça participe de l'amélioration du climat des affaires en RCA. Ça va faciliter les investissements. Mais il ne faut pas y voir une manière de contourner forcément le compte des opérations parce que là, les centrales d'achat... C'est un fait. Non, les bourses de matières premières et les centrales d'achat sont encore, pour la plupart, en Occident. C'est pourquoi l'un des combats qui sera mené, vous avez vu ce qui s'est passé à Gaborone. À Gaborone, ils ont réussi à ramener, au Botswana, ils ont ramené la bourse de diamants dans leur capitale. Et aujourd'hui, ça permet qu'ils peuvent adosser ça, malheureusement, c'est adossé sur le rang. Ils peuvent adosser ça sur la monnaie locale. C'est pourquoi la deuxième phase du combat, au-delà de la monnaie, c'est le combat pour le retour des bourses de matières premières sur les territoires africains. Merci pour ces clarifications. Alors, Delphin nous appelle depuis Gitega. Il souhaite dire un mot sur cette première thématique. Delphin, bonsoir, cher ami. Vous avez la parole. Bonsoir, mon cher Bachir. Vous pouvez juste me confirmer si je suis en ligne parce que je vous entends mal. Vous êtes totalement en direct. Je vous écoute 5 sur 5. D'accord. Donc, je réitère mes salutations à Bachir, notre meilleur journaliste, ainsi que la régie. Et bien sûr, les invités, mes chers frères d'Alvaris et Jonathan Batengene. Ils ont dit l'essentiel. Je vais simplement insister sur un point que vient de mentionner notre cher ami Jonathan. Parce que bon, pardonnez-moi d'être un peu rapide, d'aller un peu trop vite dans le futur. Nous ne devons pas perdre de vue que nous devons garder à l'esprit que même si nous sommes à une époque moderne, je ne suis pas du tout opposé au progrès, mais nous devons garantir toutes nos monnaies, que ce soit les crypto-monnaies ou les autres que nous mettrons en place, nous devons les garantir avec des choses, je dirais, tangibles. Rappelez-vous qu'au cours des années 70, l'ex-président Nixon a tout simplement décidé d'adosser toutes les monnaies du monde au dollar. Ce qui fait que cela a engendré des guerres, notamment au Moyen-Orient, pour toujours garantir le contrôle du monde par le dollar adossé au pétrole du Moyen-Orient. Donc, vu la richesse, les richesses devrais-je dire, je devrais m'exprimer au pluriel. Vu toutes les richesses qu'il y a dans les sous-sols de notre continent, il faut nous assurer à terme le contrôle de ces richesses. Jonathan vient de prendre l'exemple des diamants du Botswana. C'est une bonne chose que les Botswanais aient récupéré un peu plus comment dirais-je, un peu plus d'influence au niveau de leurs pierres précieuses. Nous devons nous inscrire dans cette logique, mais à court terme, bien sûr, c'est une très bonne chose que j'espère qu'il me pardonnera cette familiarité, notre cher frère Touadéra, mette un peu plus de distance entre son pays et ce maudit franc CFA, et bien sûr le nain géopolitique qui le contrôle, à savoir l'Élysée. Donc je l'encourage, mais je reste vigilant parce que vous savez que l'argent c'est aussi humain. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, généralement les gens ont du mal à garder leur sang-froid. Donc je vais m'arrêter ici pour l'instant, je rappellerai éventuellement pour le second sujet. Donc For You Media, continuez d'aller de l'avant. Je vous rends le micro, mon cher Bachir, et je vais rester attentif pour le reste de l'émission. Allez, merci très cher Delphin. Vous revenez quand vous voulez, surtout qu'on va parler d'un autre sujet qui vous intéresse bien dans une dizaine de minutes. Restons au téléphone et on va en Côte d'Ivoire. C'est Madame Yao qui nous appelle. Bonsoir Madame Yao.
Madame Yao, vous nous recevez, bonsoir. Bonjour à M. Davaris, ça fait longtemps. Oui. C'est un plaisir de te revoir, mon fils Davaris. Alors, Bachir, Oui. tout d'abord, moi, tu sais, je ne m'y connais pas en économie et tout ça, crypto-monnaie et tout ça, je ne sais pas trop. Bon, Davaris est là, il s'y connaît très bien, il va mieux nous expliquer. Bon, je dis d'abord félicitations au président Touadéra, mais je reste un peu sur ma faim. J'aurais souhaité qu'il batte monnaie carrément, qu'il sorte du franc CFA, quoi. Qu'ils sortent carrément du franc CFA. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont hésitants, nos présidents-là. Regardez Assimi Goïta comme ça. On dit le faire, on le bat quand il est chaud. Qu'est-ce qu'il attend? Il a pris de sages décisions et braves, des décisions courageuses, c'est-à-dire de fermer les médias mensonges. Ces médias-là ne mettent plus dans son pays, mais qu'ils battent monnaie et puis c'est tout. Il faut mettre la France devant les faits. Il faut battre monnaie. Donc, Touadéra, il a choisi, je ne sais pas, on dit la crypto, quoi là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il sorte carrément du franc CFA. Nous demandons à tous les présidents panafricains, c'est le moment de battre monnaie. Macron vient d'être réélu. Il vient d'être réélu, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas du tout bon pour nous. Il va venir encore nous emmerder, déverser le maximum de mercenaires dans nos pays et puis dire oui, ils vont venir nous aider à combattre les mercenaires, alors qu'en réalité, c'est eux-mêmes les terroristes. Donc, je demande à tous les présidents patriotes de battre monnaie. Merci. Au lait on y va. Merci Madame Yao pour la contribution. Madame Yao qui félicite la RCA, mais elle reste sur sa faim, c'est ce qu'elle a dit. Pourquoi ne bat-il pas monnaie? C'est la question qu'elle nous pose aujourd'hui. En tout cas, la réponse, c'est certainement l'un de nos invités nous donnera la réponse. Nous prenons notre appelant. Ken, il nous appelle du Cameroun. Bonsoir Ken. Bonsoir frère Bachir Ladan. Bonsoir à tes valeureux invités, Dr Dalvaris Goudjou et Jonathan Batengene, votre impeccable consultant permanent. Merci pour le débat de ce soir. L'Afrique consciente n'est pas faite pour garder encore dans ces contrées les médias corrompus, perfides, nuisibles et nocifs de l'Occident impérialiste, à l'instar de France 24 et de RFI. C'est ce qu'on retient de la sage et noble décision prise par le gouvernement du Mali. L'idée et la volonté de la RCA de laisser définitivement aux oubliettes le franc CFA et de s'approprier une monnaie qu'elle pourra bonifier moyennant ses précieuses matières premières, mais aussi sur la base de ses relations avec ses nobles partenaires étatiques, est une démarche noble et salutaire. Mais étant donné que la Centrafrique n'est pas recluse ou isolée du reste des autres pays africains, et particulièrement de l'Afrique centrale, avec qui elle entretient d'importantes relations, entre autres commerciales et économiques. Le plus important serait que le président Touadéra et ses homologues africains, ou du moins de l'Afrique centrale, songent à offrir aux États de cette sous-région une unique monnaie sous-régionale qui sera beaucoup plus forte et florissante. Et cela doit se faire pour autant dans les autres sous-régions d'Afrique, avant la convergence vers une monnaie africaine unique, forte, souveraine et florissante. Voilà frère, je m'arrête ici et je te rends le micro. Merci. Voilà, merci très cher ami Ken pour l'appel depuis le Cameroun. Docteur Goudjou, je me retourne vers vous justement. Alors, on a dit beaucoup de choses qui sont très positives, allant dans le sens d'encourager la RCA, mais est-ce que justement l'adoption du Bitcoin n'a que le côté positif? Parce qu'il faut bien le dire, et notre chère Mbala le rappelait dans son reportage tout à l'heure, elle nous a dit que c'est une décision qui a été aussitôt dénoncée dans le cas du Salvador, dénoncée par le Fonds monétaire international qui la juge dangereuse, je cite, pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. Très bien.
Premièrement, une des personnes qui a félicité ça, c'est l'ancienne directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui actuellement elle préside à la BCE, la Banque centrale européenne. Oui. Il faut bien comprendre que justement, comme je l'ai dit un peu plus haut, ça permet, le Fonds monétaire international et bref, les institutions de Bretton Woods n'ont pas eu même mise là-dessus. Oui. Et quand ils n'ont pas eu même mise là-dessus, vraiment, c'est quelque chose qui les échappe. Ils ne peuvent pas voir ça d'un très bon œil. Oui. Maintenant, à côté de cela, il y a un aspect qu'on ne peut pas négliger. C'est un aspect sécuritaire. Tout à l'heure, mon ami Jonathan a soulevé cela. Parce qu'il y a le dark web, il y a du fait que, il y a par exemple, vous savez, on a aussi beaucoup reproché aux crypto-monnaies que les criminels peuvent utiliser cela pour se financer, l'on peut utiliser cela pour le blanchiment d'argent, ce qui n'est pas faux. D'autant plus qu'en fait, on ne sait pas qui a qui entre les mains. C'est quelque chose qui est anonyme, c'est-à-dire il n'y a pas le nom d'Alvarez ou le nom de Bachir dessus. C'est anonyme, juste. Ce ne sont que les comptes, ce ne sont que les wallets. Mais maintenant, ce que nous pouvons noter et ne pas oublier, c'est que même sans les crypto-monnaies, les gens font déjà le blanchiment. Oui. Les gens font du faux. Tout à fait. Le trafic de drogue, le trafic de cocaïne, tout ça. En fait, ce qui est faux existe toujours. Juste qu'on essaie de réguler et de combattre. En d'autres termes. Et c'est ce que les autorités centrafricaines ont fait. C'est-à-dire, je dis que légiférant. Voilà, par exemple, c'était clair. Et il y a un côté qui est très avantageux. Tout à l'heure, notre ami s'apprend dans la protection des consommateurs. C'est qu'à côté de la crypto-monnaie, il y a des opérations qui se font généralement qu'on appelle le trading. C'est-à-dire il y a des gens qui font le trading, qui font les opérations sur la crypto-monnaie. Et on fait le trading sur presque tout. C'est-à-dire on fait le trading, par exemple, sur les produits de cacao, du café, du pétrole, etc. Vous voyez, par exemple, les gens nous disent aujourd'hui qu'on vend un baril de pétrole à 120 $. 120 $, ce n'est même pas 120 $, 100 $, c'est autour de 50 000, 55 000 francs CFA. Donc 120 $, c'est autour de, c'est pas 70 000 environ, je dis n'importe quoi sans vérifier. Mais quand vous voyez le prix que vous payez, le carburant qui est dans votre véhicule, vous vous demandez comment les gars peuvent acheter tout un fût à même pas 100 000 et ils me vendent, c'est pas quoi, l'équivalent de presque 1 litre à presque 100 000. En fait, c'est qu'il y a des spéculateurs entre la production du carburant et vous qui consommez ça à la pompe. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fixent le prix, qui ne jouent pratiquement aucun rôle. C'est-à-dire ils ne sont ni fournisseurs, ni producteurs, ni consommateurs, mais ils sont intermédiaires. Et cette spéculation fait qu'il y a une montée des prix. En fait, il y a des gens qui font aussi le trading sur les crypto-monnaies. En d'autres termes, ils peuvent prendre l'argent à un certain nombre de personnes, disant que je vais investir, c'est-à-dire ils achètent, espérant que les coûts peuvent remonter et qu'ils remettent sur le marché. Mais parfois, on oublie parfois d'être honnête avec les gens, de leur dire que comme ça monte, ça peut aussi chuter. Ça, c'est parfois ce qu'on peut reprocher à certains traders, dire que vous gagnez quand vous pouvez aussi perdre. Il n'y a aucun marché où vous gagnez seulement. Il faut être honnête, il faut avoir l'honnêteté de pouvoir dire ça aux gens. Oui. En d'autres, ça rentre dans la protection des consommateurs. Mais à côté de cela, je vais quand même souligner qu'il y a des côtés qui sont... Puisqu'il faut bien comprendre que un État fonctionne comme une entreprise. Une entreprise, c'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. En d'autres termes, la responsabilité finale d'un État, c'est de veiller au bien-être de sa population. Et pour veiller au bien-être de votre population, vous ne pouvez pas détruire une opportunité qui se présente à vous. Oui. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé qu'est-ce que la France va dire. J'ai dit, mais le Bitcoin est utilisé en France, le Bitcoin est utilisé aux États-Unis, en Russie, en Chine, partout de par le monde entier. Oui. En d'autres termes, même les officiels français étaient utilisés au Bitcoin. Alors, oui, c'est utilisé, mais... est-ce que c'est l'État français qui l'utilise? Parce que là, quand même, il s'agit d'un État, la RCA, et c'est quand même une grande première, je veux dire, en Afrique, pour ne pas dire dans le monde, puisque là, le vote, il est passé à l'unanimité. Très bien. Ce n'est pas l'État français, mais il y a des institutions, je veux dire, les collectivités en France comme en Suisse qui acceptent qu'on paye jusqu'aux impôts avec les bitcoins. Je ne sais pas si on comprend. Puisqu'il y a la possibilité de convertir directement ça en une monnaie, en euros, en dollars, n'importe quoi. En quelques minutes, vous savez, les bitcoins maintenant, là, vous allez, je ne sais pas où ici, vous allez avoir la monnaie. En d'autres termes, quand c'est dans le wallet de la collectivité ou de l'État, l'État convertit ça pour avoir sa monnaie. Mais maintenant, c'est que, est-ce qu'on a légiféré dessus dans certains États? Est-ce que le Parlement s'est réuni pour dire, OK, nous pensons que cette monnaie doit fonctionner de telle manière? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que ce même système-là, le système qui est en place profite à ces individus. Mais ça ne profite pas à la population. Je prends l'exemple simple. Quand vous êtes dans un pays, que ce soit en France, que ce soit en Russie, au Cameroun, que vous voulez acheter n'importe quelle machine, à une machine agricole par exemple, en Chine ou en Inde, ce que vous avez fait, même si vous avez les millions de francs CFA, vous pouvez ne pas avoir. Et les difficultés chez nous, on en a ça. C'est-à-dire, vous allez dans une banque, je ne sais pas quoi, Affluent First Bank, vous voulez acheter, on vous dit qu'il n'y a pas de devise. Ce n'est pas de leur faute. Puisque tous les devises viennent de la banque centrale. Mais puisque l'État a des difficultés énormes pour avoir les devises, puisqu'on utilise les devises pour acheter des médicaments, pour acheter des armes, pour acheter beaucoup de choses, les quantités ne sont pas suffisantes. Parce que la demande est forte.
quel que soit le nombre d'hectares de champs que vous avez en Ngaoundéré, Bachi, que vous voulez cultiver le blé là pour répondre à une demande nationale, vous avez votre argent, vous avez le capital, vous avez des cultivateurs aguerris en Ngaoundéré qui veulent bien cultiver le blé pour répondre à une demande nationale. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de devise. Il faut les devises pour acheter en Chine, pour acheter en Inde, pour acheter en Turquie. Alors, avec la crypto-monnaie, pas besoin de devises, c'est ça? Vous ne passez pas personne. C'est-à-dire, premièrement, la commission bancaire que vous devez payer à la banque, il n'y a pas cela. Oui. Les charges de compte, il n'y a pas cela. Le temps, puisqu'en fait, ça se fait instantanément. Oui. Parfois, la banque vous dit qu'il faut 48 heures, il faut le suivre, il faut ceci. Là, à l'instant que vous avez envoyé, vous faites un virement, une opération sur votre compte, dans votre wallet. C'est une question de secondes. Oui. Le Chinois a reçu. Il dit, OK, Bachi, je vous envoie vos machines, etc., etc. Vous prenez au port de doigt là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, il faut préciser aussi, pour ceux qui nous suivent, que l'article 8 de cette loi en RCA stipule que les échanges en crypto-monnaie sont soumis à l'impôt. C'est bien ça? Et ça, non, pas l'échange, non. Oui, parce que là, c'est ce que j'ai dit. Non, pas ça. Oui. Les échanges ne sont pas soumis aux impôts, mais le bénéfice dégagé du trading est soumis à l'impôt. Et c'est très important. Ça veut dire que nous, en tant qu'État, l'État a besoin des impôts pour pouvoir faire face à ses responsabilités. Mais quand les traders font des bénéfices à des centaines de millions, je sais pas quoi, des milliards même, quand l'État refuse de réguler, quand l'État refuse de légiférer, ça veut dire qu'il refuse même de prendre l'impôt qui pouvait nous aider à faire face à nos responsabilités, à payer les enseignants, à payer des factures de fuel à Eneo à qui on doit beaucoup d'argent. Mais eux-mêmes veulent payer, les traders veulent payer, mais nous on refuse pratiquement cet argent parce qu'on dit qu'ils sont dans l'illégalité. Et justement, le président Touadéra, dans un article, il dit clairement que oui, les bénéfices dégagés du trading sont soumis aux impôts. Donc, comme c'est une entreprise ou une opération génératrice de revenus, oui, elle est soumise aux impôts. Et ce sont les impôts qui vont aider l'État à faire face à ses responsabilités. C'est très bien pour l'État encore. Puisqu'il y a une manne financière énorme dans ce secteur. Comme Jonathan a souligné tout à l'heure, il y a de cela quelques mois, le Bitcoin allait jusqu'à 50 000 $ pour une seule unité. Le Bitcoin aujourd'hui est autour de 30 000 $ pour une, c'est presque 16 millions pour une. Ça veut dire que vous avez un franc CFA, ça fait 16 millions. Vous voyez que c'est tellement... Pourquoi? Parce que les Russes achètent beaucoup de crypto-monnaies. Oui. Parce qu'ils ont besoin de cela. Pour sortir l'anecdote, vous savez bien que la Libye est aujourd'hui pauvre. Pourquoi? Alors que la Libye ne devait pas être pauvre. La Libye avait des réserves d'or et des devises. Premièrement, ça permettait de faire face à ses besoins, mais surtout une bonne partie des lingots d'or, les tonnes d'or de Kadhafi devaient permettre d'avoir une monnaie africaine. Mais comme c'était physique, les gars qui sont venus à la Banque centrale de Libye, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné, ils ont porté pour partir avec. Alors que quand c'est crypto-monnaie, ils ne peuvent pas. Puisque la crypto-monnaie, on ne voit pas cela. C'est dans les wallets. Très bien. Merci, Dr Ngudjou. Alors, avant de retourner vers nos téléspectateurs et faire un clin d'œil aux partenaires, je lis un message ici, très cher Jonathan Batengini. C'est Ndoubi Elamé qui nous écrit, il nous suit sur notre live Facebook. Voici ce qu'il dit. Touadéra est à son 2e mandat et malgré l'aide de la Russie, il n'a toujours pas créé sa monnaie. C'est suspect cette démarche, c'est ce qu'il dit. Alors, comment est-ce que vous pouvez comprendre quand même l'attitude de ce téléspectateur, Ndoubi Elamé? Il estime que cette démarche à la moitié du second mandat, c'est suspect. Il faut noter que la création d'une monnaie ne veut pas forcément dire à la fin souveraineté monétaire. Le Nigeria, le Naira, mais le Naira dans son principe de convertibilité à l'international est aussi adossé sur l'euro et le franc CFA. Oui. Je crois que le docteur Dalvaris ici peut vous le confirmer. Oui. Les Nigérians ont toujours recours au mécanisme du CFA pour stabiliser leur monnaie avec l'euro, parce que le CFA et l'euro ont une parité fixe, une parité stable. Donc, vous ne pouvez pas forcément dire que la création de la monnaie induit la souveraineté monétaire immédiatement. Il y a des mécanismes qui doivent être préalables. Actuellement, il est dans l'amélioration du cadre d'affaires. Est-ce que actuellement la RCA a un tissu industriel, un tissu économique qui lui permet, dans le cadre de la création d'une monnaie, d'avoir une balance commerciale comme bénéficiaire? Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est le cas. L'ensemble des points que la RCA va commercer à l'international, c'est les matières premières. Et dans le cadre de l'importation, la RCA aura toujours une balance commerciale déficitaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord améliorer le cadre des affaires
Et c'est ce que le président Touadéra est en train de faire. Dans l'amélioration du cadre des affaires, il est en train de faciliter l'entrée des investisseurs internationaux. Il est également en train de faciliter pour ceux qui voudront mener des projets industriels d'envergure. Quand le docteur Dalvaris explique, vous devez déjà voir les opportunités qui se donnent. Vous pouvez acheter des machines à l'étranger qui coûtent extrêmement cher, qui parfois, lorsque vous allez là poser des problèmes de devises, quand vous allez à la banque, vous dites qu'il faut payer mon fournisseur dans tel pays, on vous dit non, il faut patienter, vraiment on ne peut pas faire l'opération aujourd'hui, on va la faire après 1 semaine, 2 semaines. Parfois, vous avez des gens qui veulent importer de la matière et qui ont des difficultés au niveau de leur banque. Donc, à ce niveau, le président Touadéra permet de résoudre cette question. Maintenant, ça doit être accompagné d'une politique d'incitation véritable à l'industrialisation de la RCA avec la création des zones franches. Il faut des zones franches en RCA pour permettre que l'utilisation du Bitcoin favorise l'industrialisation de ce pays-là. Très bien. Merci Jonathan Batenguene. On va prendre un appelant et très rapidement, il s'agit de Peter. Il nous appelle depuis l'Écosse. Bonsoir Peter. Bonsoir Monsieur Bachir. Merci beaucoup, Call Center. Je dis bonsoir également à Mr. Jonathan pour son exposé qui est très enrichissant et puis Dr. Dalvaris. Monsieur Bachir, j'ai parlé beaucoup et vous savez très bien que moi quand je parle, je dis avec des choses précises parce que je n'aime pas faire ce qu'on appelle le fake news. On se trouve aujourd'hui dans une situation de guerre et il faut dire le mot où il est. Et je crois que certains présidents de l'Afrique centrale, particulièrement de CEMAC, ont compris les enjeux géostratégiques et géopolitiques. Et ça, je peux saluer le président Touadéra pour cette décision très sage qu'il a prise, parce qu'il a compris que la France faisait le chantage avec Peter, des comptes Peter, mon cher Peter, permettez que je vous revienne. Alors, on va prendre la pub et on revient juste après pour poursuivre avec vous. OK. Un sol riche qui porte des fruits. Une population rurale, dynamique et entreprenante. Un potentiel de production agricole considérable à développer et orienter vers la qualité. D'où la nécessité d'encourager le développement de la production locale sur l'ensemble du territoire national. C'est dans ce sens qu'en 2017, dans le but de valoriser l'agriculture locale, le groupe SABC crée la compagnie fermière camerounaise qui aidera à stabiliser la production locale en servant de poumon agricole du pays. La compagnie fermière camerounaise a pour mission d'encourager le développement de la production du maïs, de contribuer au développement de l'élevage, d'apporter de nouveaux débouchés aux producteurs dans un cadre transparent et sécurisé, de développer des outils et des techniques de production modernes participant au transfert de technologies. La compagnie fermière camerounaise s'étend sur une superficie de 30 hectares repartis en 2 sites. Le premier est la ferme de Mondjoc, qui est située sur une zone non cultivée, un terrain de 20 hectares sélectionné pour l'installation des fermes parentales. Le second site est situé à Bankomo. Il comprend un couvoir et une usine de transformation de maïs. La compagnie fermière camerounaise propose une agriculture à l'écoute des populations, des solutions inédites qui répondent aux besoins des agriculteurs modernes. Améliorer la sécurité alimentaire en encourageant le développement de la production locale de maïs de qualité et l'élevage sur l'ensemble du territoire national pour une alimentation saine. La CFC, plus qu'une compagnie agricole. Spécial pèlerinage par Elite Voyage, votre agence agréée en organisation d'expéditions en groupe. Passionnés du Christ ou amoureux de nouvelles découvertes, saisissez cette occasion de marcher sur les pas de Jésus-Christ. Pays vers une terre ruisselante de lait et de miel.
mais aussi des visages majeurs de l'histoire de la Bible. Du 5 au 15 juillet, participez au voyage de l'Égypte et Israël et visitez des lieux mythiques tels que Bethléem, Golgotha, la terre promise de Canaan, Nazareth, Sodome et Gomorrhe, le buisson ardent. À 2 300 000 francs CFA, inscrivez-vous à l'une des agences Élite Voyage situées à Yaoundé, Vieux-Panier face Fondation Cœur d'Afrique de Roger Millat. Contact 650 63 66 26 697 32 00 65. Douala Bali face SGC Bissec. Contact 672 42 98 49 690 13 10 11. Via WhatsApp au 650 63 66 26 672 42 98 49. Élite Voyage Cameroun en partenariat avec Égyptair. Bon retour, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien le point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média. Eh bien, nous étions en direct avec Peter qui nous appelait d'Écosse. Peter, on poursuit, on vous écoute. Allô, Peter? Oui, M. Bachir. Oui, allons-y, Peter. On vous écoute. On a encore 2 minutes avec vous. OK. Donc, j'étais en train de dire que je remercie beaucoup M. Dr. Davarissa pour son exposé sur le Bitcoin, parce qu'il faut que les Africains se mettent un peu à la page du développement. Ça, c'est très important. Et M. Touadéra a compris, en bon mathématicien, une équation différentielle. Elle est très complexe, mais comme c'est un professeur éminent, il a trouvé la solution en trouvant l'inconnu, qui est le Bitcoin, qui va être un peu le palliatif, parce qu'avec le franc CFA, vu que c'est toujours sur le compte des opérations sur la Banque de France, il y a le chantage qui peut être fait pour bloquer toute forme d'importation ou toute forme d'invest par rapport au développement du Centrafrique. D'autant plus que, avec tout ce que ont expliqué vos différents panélistes qui sont passés sous votre présence, que l'objectif de la France était de faire le Centrafrique son dépôt de réserves d'or et de diamants. Tout simplement, sans pour autant penser à son développement. Donc, vous comprenez, alors quand on arrive à ce stade, ça veut dire qu'il y a une non-consideration pour une nation. Et la France a démontré cela. M. Le Drian, dans son discours très méprisant envers la Centrafrique par rapport à la Russie, nous a démontré qu'on doit prendre nos responsabilités. Et le président Poblia, que je salue, qui a également fait un geste très fort, sans faire de tambour battant, pour dire à la France que j'ai choisi le partenaire sécuritaire et stratégique qu'il me faut. Donc c'est un message très fort. Tout comme M. Touadéra a donné aussi ce message très fort qui va permettre à la Centrafrique de pouvoir créer en fait ce qu'on appelle la richesse. Comme a dit le docteur Jonathan, créer la richesse, c'est créer le plus-value. C'est pouvoir sortir d'une balance commerciale déficitaire et puis permettre aux investisseurs de venir dans le pays avec la fluidité par rapport au Bitcoin, de pouvoir injecter des capitaux pour développer le pays dans le plan agriculture ou industrie ou autres domaines scientifiques qui pourront permettre à la Centrafrique de rattraper 60 ans de retard. Ça, c'est one. Et un second, c'est que ça va permettre également à la CEMAC de pouvoir faire comprendre aux autres réticentes que nous sommes dans une autre dynamique parce que nous avons tous observé ce qui se passe aujourd'hui en Europe, où l'Europe a montré sa déficience mentale, excusez-moi de ce mot très fort, mais c'est une déficience mentale et intellectuelle de la part de cette organisation qui se dit être démocratique à géométrie variable, que le professeur Touadéra peut démontrer que moi parce que c'est un éminent professeur. Mais en plus, il n'y a pas de triangle isocèle, c'est plutôt un polygone qui peut à tout moment se casser et puis chacun prend sa partie parce que
ils sont à la recherche de l'intérêt. Et M. Poutine, c'est ça, parce qu'il a étudié les Européens. Donc, pour ne pas sortir du sujet, je vais revenir très vite sur ce qu'on dit. Donc, ce que nous devons faire, c'est de regarder simplement la situation actuelle où M. Poutine et la Russie sont en train de pouvoir contrôler, parce que bientôt, on va parler de Nova Russia, ça veut dire la nouvelle Russe, qui part du Donbass jusqu'à la frontière avec la Roumanie. Et ça, c'est dans le projet de M. Poutine. Donc, ça veut dire qu'on a coupé l'Ukraine de tous les ports. Donc, ça veut dire que toute l'Europe est paralysée et il a le contrôle total de l'énergie et également du commerce européen. Alors, nous, en Afrique, on fait quoi par rapport à la situation? On ne va pas rester bras croisés. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut montrer à l'autre que tu n'es pas fiable. C'est comme si on vous vend, M. Bachir, un téléphone qui porte une grande marque et qu'au bout d'1 mois, vous devez commencer tout le temps à charger le téléphone, alors que votre voisin d'à côté, il a un téléphone qui peut faire 24 heures affilées sans qu'il ait utilisé une prise électrique ou bien un power bank. Donc, voilà un peu la différence entre Moscou et l'Union européenne. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup for your media. Très bientôt. Bye. Cher Peter, à très très bientôt, on s'y retrouve. Alors, je vois Zerfel qui est également, alors, on va y aller très rapidement. Je voulais bien qu'on aborde le second sujet. Il y a Zerfel, il y a Justin. Bon, prenons Zerfel et Justin, on le prendra juste après avoir lancé le prochain sujet. Zerfel, depuis l'Allemagne, bonsoir. Ok, bonsoir Bachir. Bonsoir à vos invités. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé parce que c'est pas manque de temps. Oui. C'est vraiment, je vous dis merci encore pour disons, pour encore créer quelque chose pour conscientiser les Africains. C'est très bien. Moi, je vais aller rapidement parce que, comme il y a un auditeur qui vous a posé une question, hein, et comment dirais-je, vos invités n'ont pas bien répondu à la question. Parce que le monsieur, il a dit qu'il a été clair. Il dit que le président centrafricain, ça fait 2 ans qu'il est là. 2 ans qu'il est là. 2 ans, c'est trop. Non, c'est son deuxième mandat. Un individu peut se... C'est son deuxième mandat. Ça ne fait pas 2 ans qu'il est là. Il est à son deuxième mandat, oui. À son deuxième mandat. Tout à fait. À son deuxième mandat, mais s'il traîne les pas, tout ce qu'il est en train de créer aujourd'hui, et qu'un individu il va finir ses 5 ans et qu'il va partir, je ne sais pas s'il va rester ou partir, et s'il n'y a pas quelqu'un pour relancer, pour mettre le moteur en marche, pour que tout ce qu'il a créé puisse rester, c'est le moment de créer sa monnaie. Parce que en disant qu'aujourd'hui, si vraiment le Cameroun, votre pays, a pris l'initiative d'aller vers la Russie pour leur protection, pour leur, l'armement, alors pourquoi est-ce que quand ils ont dit ça, est-ce que le ciel est tombé sur le Cameroun? Non. Alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui, parce que si on prend l'Afrique centrale aujourd'hui, c'est vous qui êtes en pointe. Et même si vous traînez les pas demain là, alors où on va? Parce que le seul Mali qui est en train de lutter en Afrique de l'Ouest, ah bon, je pense qu'il sera au bout du tunnel, mais vous qui êtes là, déjà, vous êtes déjà 2, 3, 4, et que ça suffit pour que, quelqu'un prenne l'initiative de dire qu'on va créer la monnaie centrafricaine, et disons, de l'Afrique centrale. Alors, vous êtes là, vous avez des militaires, vous avez signé avec quelqu'un d'autre qui peut vous protéger correctement. Alors, pourquoi vous attendez? Vous avez des économistes qui sont là, sur des plateaux partout, au Cameroun et en Afrique centrale. Alors, pourquoi vous traînez les pas? Surtout la Centrafrique. Pourquoi le monsieur traîne les pas pour créer sa monnaie? Parce que demain, quand il aura le couteau dans la gorge, comme on a fait en Côte d'Ivoire, c'est là où il va se rappeler que maintenant, il faut créer la monnaie. Et puis voici les choses, des problèmes sur les citoyens. Vraiment, moi, je pense qu'il est temps de créer la monnaie. Ça, c'est pas la peine de traîner les pieds. Merci. Cher Zerfel, pour la contribution, eh bien, ça nous ramène vers nos invités. Avant d'aller vers notre cher ami Justin Afo, il me fait comprendre qu'il va patienter, qu'on écoute un tout petit peu nos invités sur la seconde thématique, avec la complicité de Séverin à la réalisation aux côtés de Marius Tokam. On va juste échanger. On parle du Mali cette fois-ci. Et là,
C'est un sujet qui s'articule autour du retrait définitif des autorisations d'établissement et d'exploitation des chaînes du groupe France Média Monde, c'est-à-dire RFI et France 24 du Mali. La décision a été donc prise par la haute autorité de la communication du dit pays. On en parle avec vous, Dr Ngoudjou, en tant que stratège en communication. Comment vous accueillez cette nouvelle? Est-ce qu'il faille tout simplement regarder le côté souverainiste des autorités bamakoises? Premièrement, c'est une très belle décision, c'est une très sage décision, puisque les autorités maliennes ont été légales, légitimes. Puisque en fait, c'est une décision qui n'a pas été prise de manière hasardeuse. Les autorités maliennes ont des éléments de preuve sur lesquels elles se basent pour la décision. Elles accusent la France d'espionnage, ce qui est vrai, puisqu'en fait la France elle-même avoue qu'elle avait un drone sur le territoire malien sans autorisation des Maliens en train de filmer une base militaire qu'elle est censée laisser et partir. Ça veut dire que la France elle-même a apporté une preuve que ce que les Maliens disent est vrai. Deuxièmement, ils apportent un certain nombre d'accusations contre les autorités sécurité maliennes sans preuve, en manipulant, selon les Maliens, un certain nombre de preuves. Maintenant, au-delà de cela, quels sont les vecteurs qui ont été utilisés par la France pour diffuser ces éléments-là sur le territoire malien, sur le territoire africain et même dans le monde entier? Ce sont des médias qui font partie de ce qu'ils appellent le groupe France Média Monde, donc tout ce qui est le service extérieur de l'audiovisuel français, notamment France 24 et RFI. Comme ils étaient déjà en avertissement, parce que notons quand même qu'ils avaient été suspendus il y a de cela quelques semaines. Et les autorités ont essayé d'observer, depuis mars, en tout cas, ils avaient été suspendus et les autorités observaient l'attitude, est-ce que quelque chose va changer? Très bien. Ils allaient de mal en pire plutôt. Donc, d'après ce que disent les autorités maliennes, je vais bien le préciser, c'est pas moi qui l'invente. Alors, aujourd'hui, quand cela se fait de cette manière, est-ce que le Mali ne risque pas des représailles en provenance de la France notamment? Parce qu'il faut bien le dire, le groupe France Média Monde a très très mal digéré cela et il estime qu'il va suivre tous les moyens légaux pour être restitué dans ses droits. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, même il y a cela quelques minutes à peine, ils ont exhorté les autorités maliennes à revenir sur leur décision. Disons, moi, c'est plutôt surprenant. Moi, c'est une très bonne chose que les Maliens le fassent. Mais ils ont commencé à créer des liens de contournement, si vous êtes au Mali, pour avoir cela. Mais non, moi, ce qui m'amuse plutôt, c'est qu'il y a de cela à peine quelques semaines, ces mêmes Français-là, sans le caractère légitime de la décision des Maliens, se sont entendus dans tout l'Europe pour enlever tous les médias russes. Russia Today, Sputnik, etc. Et même sans recours, depuis la première semaine du mois de mars. Oui, sans notification même. Au moins les Maliens, ils ont dit, vous nous avez donné les preuves que vous espionnez notre nation et que vous utilisez vos canaux pour publier des fausses nouvelles sur notre armée, alors qu'il y a une commission d'enquête qui avait été introduite par le procureur militaire de Bamako. Donc, ces éléments-là sont assez probants pour que le Mali dise que, OK, comme vous êtes en train de participer à notre pays, vous ne pouvez plus travailler dans notre pays. Alors qu'eux, ils ont fait pire contre les Russes, contre Russia Today, contre Sputnik, contre RIA Novosti, et sans éléments de preuve. Donc, moi, je pense que, et c'est même une aubaine, que les populations maliennes n'ont pas besoin d'être intoxiquées par ces médias-là. Très bien. Merci à vous, Dr Ngoudjou. Alors, on retourne vers vous, Jonathan Batenguini. La nouvelle, elle est là. Alors, les faits reprochés par la HAC, c'est bien sûr, je cite le communiqué, les accusations des autorités maliennes sont intervenues après que ces médias ont relayé des rapports selon lesquels les forces militaires maliennes auraient commis des atrocités sur des civils dans le nord du pays. Alors, c'est des informations relayées donc sans des preuves concrètes et qui ont suscité la colère de Bamako. L'attitude aujourd'hui de la haute autorité de la communication, comment vous la qualifiez? Hyper professionnel. Un communiqué digne d'un gouvernement qui se respecte, un communiqué dans l'ordre de la déontologie et de l'éthique de la communication institutionnelle, respectant le cadre diplomatique, respectant les usages de réciprocité en la matière. Il faut voir ce qui s'est passé. D'abord, une image qui est sous-titrée Ministère des Armées, puis reprise par le Figaro, balancée dans les réseaux sociaux par un compte
d'une tierce personne, par un compte institutionnel, repris ensuite par les fact-checkers, spécialistes, pseudo-spécialistes de France 24, va apparaître et va faire l'objet d'une publicité extraordinaire à grand renfort de tous ces fact-checkers de France 24, disant qu'il s'agit d'une vidéo mettant en scène Wagner en train de couvrir ses méfaits et qui comptait être utilisé contre la France. Parce que ce compte de ce tiers, qui ne représente rien au Mali, il n'est qu'un simple citoyen, on ne va pas dire qu'il n'est pas. Il est un citoyen malien, mais il ne représente rien du point de vue institutionnel. RFI et France 24 se sont fait les défenseurs de la cause française face au compte de quelqu'un qui ne représente rien. Ceci n'est qu'une mise en bouche. On reviendra sur cette thématique demain. C'est très important. Le Mali je peux vous le rassurer. D'abord, il n'y avait aucun élément même sur le temps, la localisation. On y reviendra. Un ministère des Armées ne communique pas de la sorte. Le Mali a fait ce qu'il fallait. On y reviendra. On va prendre notre précisions. dernier appelant. On le lui avait promis. C'est Justin Afo, puisque nous n'avons plus que 4 minutes pour rendre l'antenne. Justin Afo, bonsoir, cher ami depuis la Côte d'Ivoire. Vous êtes le dernier appelant pour cette édition. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir au panafricanisme. Bonsoir à Foyou TV, aux téléspectateurs et téléspectatrices de Foyou TV. Bonsoir au Cameroun. Bonsoir à toi, mon frère Ladan Bachir. Bonsoir à tes invités, à M. Jonathan, que je vois pour la première fois. Bonsoir au docteur Dalvaris Ngoudjou, mon frère sûr. Bonsoir à vous. J'appelle de la Côte d'Ivoire pour participer à l'émission. J'ai vu les thématiques et j'aimerais participer avec votre autorisation à l'émission. Concernant la crypto-monnaie, concernant la décision de la République de la Centrafrique sur le Bitcoin, je suis très heureux que des autorités africaines prennent la décision d'opter pour les crypto-monnaies. Et je pense que c'est une voie pour sortir de certains problèmes au niveau de l'Afrique. Et je salue le courage, je salue l'intelligence et la sagesse des dirigeants centrafricains. Je salue le président Faustin Archange Touadéra pour tout le travail qu'il est en train d'abattre pour la Centrafrique. Revenons au Bitcoin, je dis que c'est une option, une très bonne option. Il y a un spécialiste des crypto-monnaies qui est sur votre plateau, le docteur Dalvaz Ngoudjou. Les autorités centrafricaines ont bien fait de choisir la crypto-monnaie et ont bien fait de choisir le Bitcoin. Mais ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'à partir du Bitcoin, que les autorités centrafricaines et les autorités panafricaines de toute l'Afrique aident les jeunes Africains, les entrepreneurs africains, les chercheurs africains, les économistes africains dignes de mettre en place une crypto-monnaie. Oui, on avait eu un projet de crypto-monnaie et le projet est toujours en cours. Je demande à ce que tout le monde se mobilise pour réactiver ce système-là. Cela va nous aider. Parce que le Bitcoin, en réalité, elle n'appartient pas à l'Afrique. Le Bitcoin appartient aux Occidentaux. Et j'aimerais qu'à partir de cette décision qui a été prise par les autorités centrafricaines, que la crypto-monnaie africaine qui était mise en place, mais qui tangue actuellement, soit réactivée. Les leviers sont là, les hommes sont là pour réactiver aussi l'option de la crypto-monnaie africaine. Je ne vais pas donner de nom pour faire une publicité parce que je n'en ai pas l'autorisation, mais je demande qu'à partir de l'option de la crypto-monnaie de Bitcoin, que la crypto-monnaie africaine soit aussi révalorisée, que les gens s'intéressent à cette crypto-monnaie, que les gens financent cette crypto-monnaie, que ce projet-là ne meure pas. Il faudrait que les uns et les autres financent, donnent un coup de pouce, oui, à ce projet de crypto-monnaie. Viendra à vous.
On reviendra à vous et avec cette même thématique demain pour la dernière édition de la semaine, Inch'Allah. Merci à tous nos invités, Dr Dalvarez Ngoudjou, Jonathan Batengene, consultant permanent, et à tous ceux qui ont aidé dans la préparation et la production de cet autre numéro du Point sur l'actualité. C'était donc le rendez-vous de jeudi sur Foyou Télévision.